Il fut un temps où sa voix résonnait sur toutes les radios de France, où des millions de personnes murmuraient ses paroles comme des prières. Christian de Lagrange était bien plus qu'un simple idole. Il était un symbole de passion, de désir, d'amour. Mais au fil des décennies, les projecteurs se sont éteints, et la mémoire du monde avec eux. Aujourd'hui, il suit un chemin plus discret, loin des scènes, loin des cris. Et derrière ce silence se cache une histoire que la plupart ignorent. L'ascension d'un idole romantique. Christian de Lagrange n'est pas né célèbre. En réalité, lorsqu'il a commencé à se produire, ce n'était même pas sous son vrai nom. Vers 1970, il se présente au monde de la musique sous le pseudonyme de Chris Galbert avec le titre peu connu Carmen. Mais bien avant cela, en 1965, il monte sur une scène que beaucoup de musiciens rêveraient de fouler, le Palais d'Hiver de Lyon, en première partie des Beatles. Cela aurait suffi à faire de lui une légende. Quelques mois plus tard, il recommence en assurant la première partie de Jacques Brel, figure emblématique de la chanson française. Mais le moment de Christian ne viendra pleinement que des années plus tard. En 1972, il abandonne le pseudonyme et adopte sa véritable identité, Christian de Lagrange. Cette année-là, tout change. Son single Rosetta ne se contente pas d'entrer dans les classements. Il atteint la 3e place du hit-parade français. Les portes du succès s'ouvrent en grand. Après Rosetta, il enchaîne les ballades romantiques qui marqueront une génération. Sans toi je suis seul grimpe à la 4e place. Petite fille atteint la 8e. Reviens mon amour, reviens se hisse à la 7e. L'une après l'autre, ces chansons d'amour grimpent dans les classements, valant à Christian une réputation de chanteur à minette, un terme désignant les stars de la pop adulées par les jeunes filles, aux côtés de Patrick Juvet, Frédéric François et Mike Brandt. Ce qui distinguait Christian, c'était la fragilité émotionnelle de sa voix. Ses chansons n'étaient pas seulement entraînantes, elles étaient des blessures mises en musique. La plupart de ses premiers succès ont été écrits par la talentueuse Patricia Carly, dont les paroles s'enroulaient autour de sa voix comme un deuil en velours. La célébrité arrive vite, mais pas sans conséquences. Christian est soudainement partout, à la télévision, en tournée, à la une des magazines. Mais contrairement à d'autres, il ne semble jamais totalement à l'aise avec la mécanique de la gloire. Il garde une certaine distance. Et peut-être est-ce pour cela que, lorsque la seconde vague de la pop française arrive, il commence discrètement à se retirer. En 1976, il enregistre Les larmes aux yeux avec Gene Manson, un duo doux et mélancolique qui ressemble à un adieu. Puis vient Pas plus belle qu'elle. Les succès ont encore de l'impact. Mais quelque chose change. Les projecteurs se refroidissent. L'air devient plus silencieux. Plutôt que de courir après la célébrité, Christian se tourne vers un autre métier. Il commence à travailler derrière la caméra, réalisant des clips musicaux, des téléfilms et des films publicitaires. Il devient la main invisible derrière l'image d'autres artistes. Pendant un temps, cela lui suffit. Mais le silence de la scène, l'absence d'applaudissements, ne quittera jamais vraiment son esprit. La voix évanouie. Au fil des années 1980, Christian de Lagrange n'était plus un nom en haut des classements. Les jeunes filles qui criaient de son nom avaient grandi. L'industrie musicale avait changé de cap. La pop française accueillait une nouvelle génération de voix, et celles qui autrefois couraient après Christian semblaient désormais avoir oublié jusqu'à son existence. Mais ce n'était pas seulement le public qui était passé à autre chose. Christian lui-même avait commencé à disparaître. Pas brusquement, pas dramatiquement, juste, en silence, après son duo. Les larmes aux yeux en 1976 et la sortie discrète de Pas plus belle qu'elle, il a commencé à se retirer de la lumière. Il n'y eut aucun scandale, aucune annonce. Il devenait simplement moins visible. C'était ce genre d'effacement qui fait plus mal qu'une chute, parce que personne ne remarque qu'il est en train de se produire. Au début des années 1980,
Christian se consacre entièrement à ce qui se passe derrière les caméras. Il produit des clips musicaux, des documentaires, des téléfilms et des publicités. C'était, à bien des égards, une décision de survie. Le marché pour les ballades comme les siennes s'était asséché, et au lieu de lutter pour rester pertinent dans un paysage sonore qu'il ne reconnaissait plus, il a choisi le silence. Pendant plus d'une décennie, il ne sort presque rien en tant que chanteur. Celui dont la voix avait été comparée à un chagrin de velours était désormais absent des ondes. Pas de nouvel album, pas d'interview, pas de tournée. C'était une traversée du désert. Et pourtant, même dans ce silence, certains signes montraient qu'il n'avait pas totalement lâché prise. En 1990, après presque 15 ans sans succès notable, Christian refait une brève apparition. Cette année-là, le film américain Ghost devient un phénomène mondial, relançant l'intérêt pour la chanson Unchained Melody. Christian enregistre la version française, intitulée « Vivre seul ». C'était son véritable retour au micro après des années. Mais le timing était mauvais. La France ne prêtait pas attention. La chanson passe inaperçue, noyée dans le vacarme de nouveaux artistes et de tendances plus clinquantes. Vivre seul, le titre lui-même, résonne comme un symbole. C'était la réalité de Christian à cette époque. Un homme autrefois adoré par des millions, vivant désormais seul, entre deux époques, entre pertinence et oubli. Durant ces années, Delagrange reste largement invisible. Aucun article dans les tabloïds, aucune tournée de retour, aucun scandale pour maintenir son nom dans les conversations. Pour les fans de la première heure, il avait simplement disparu. Certains pensaient qu'il avait pris sa retraite. D'autres supposaient qu'il était mort. Mais non, il était toujours là, regardant, écoutant, attendant. Et au fond de lui, la scène continuait de lui murmurer à l'oreille. Ce qu'il y a de plus tragique dans ce chapitre de la vie de Christian, ce n'est pas l'absence de succès, c'est l'absence de reconnaissance. Il avait été l'une des voix romantiques les plus aimées de France, et pourtant il n'obtenait même plus de diffusion radio. Ce n'était pas un échec, c'était une forme d'effacement. Et pour tout artiste, c'est la blessure la plus profonde. Mais alors que le monde semblait l'avoir oublié, Christian Delagrange commençait à bâtir discrètement quelque chose de nouveau, quelque chose que personne n'attendait. Pas un retour musical, mais une résurrection du sens. Une œuvre qui ne figurerait jamais dans les classements, mais qui, peut-être, allait changer des vies. Le deuxième acte que personne n'avait vu venir. Lorsque Christian Delagrange est remonté sur scène au début des années 1990, il n'y eut ni lumière clignotante, ni fans hurlants. Pas de grande annonce. Juste un homme, plus âgé, plus discret, reprenant le micro comme on retrouve un vieil ami. En 1992, il reprend officiellement sa carrière de chanteur. Non pas parce que l'industrie l'appelait, mais parce que lui le voulait. Ce retour commence modestement, quelques concerts, puis des albums. Ce ne sont pas des succès commerciaux retentissants, mais il n'en avait pas besoin. Pour Christian, ce retour ne visait pas à retrouver la célébrité. Il s'agissait de retrouver une part de lui-même, ensevelie sous des années de silence. Les premiers publics étaient petits, mais fidèles, et peu à peu, il retrouve son équilibre. L'un des éléments les plus importants de sa réapparition est l'émission de télévision française La Chance aux chansons, animée par Pascal Sevran. Entre 1992 et 1606, Christian y apparaît fréquemment, interprétant ses anciens succès et parfois de nouveaux titres. L'émission, qui célébrait la musique française classique et ses artistes, devient un refuge rare pour les chanteurs qui avaient autrefois dominé les ondes, mais qui avaient depuis été mis de côté. Pour Christian, ce n'était pas qu'un exercice de nostalgie, c'était une validation, un rappel que sa voix comptait encore, que les chansons dans lesquelles il avait mis toute son âme pouvaient encore toucher les gens, même si les stades avaient été remplacés par des plateaux de télévision et des publics de fin d'après-midi. Durant ces années, il recommence également à enregistrer.
En 1999, il se produit 3 soirs au Casino de Paris. Une salle emblématique pour tout interprète français, il y revient en 2002. Les concerts ne se sont pas vendus en quelques minutes, mais ils étaient remplis de chaleur. Il était évident que, pour beaucoup, Delagrange n'était jamais vraiment parti. Mais derrière cette musique retrouvée, Christian change aussi. Il vieillit. L'industrie évolue plus vite qu'il ne peut s'y adapter. Le streaming, l'autotune, le marketing pop, ce n'est pas son univers. Il n'est pas fait pour l'image, mais pour la mélodie et l'émotion. Tandis que certains de ses contemporains courent après les tendances, Christian reste fidèle à son son acoustique et émotionnel. Et pourtant, ce deuxième acte ne résout pas tout. Il n'efface pas les années d'absence. Il ne ramène pas les foules des années 70. Pour beaucoup de jeunes auditeurs, son nom ne signifie rien. Pour d'autres, il reste une figure du passé, bonne pour 1 ou 2 souvenirs nostalgiques, mais pas davantage. Et pourtant, il continue. Non pas parce que le monde le lui demande, mais parce que lui se le demande. Il comprend désormais que sa relation à la musique a changé. Ce n'est plus un projecteur, c'est une bouée de sauvetage. Une façon de rester connecté à quelque chose de vrai, quelque chose d'honnête. Et même si les scènes sont plus petites et les applaudissements plus discrets, les chansons portent toujours du poids. Ce que Christian ne savait pas encore, c'est que son œuvre la plus profonde, son héritage le plus durable, ne serait pas écrit en notes ou en mélodies. Il viendrait d'autre chose, quelque chose de bien éloigné du monde de la musique, quelque chose né non pas de la gloire, mais de l'empathie, une voix pour les oubliés. Lorsqu'il entre dans la soixantaine, Christian Delagrange a déjà vécu 2 vies, l'une sous les projecteurs, l'autre dans l'ombre. Mais à partir de 2007, il en entame une 3e. Et cette fois, elle n'a rien à voir avec les ventes de disques ou les apparitions télévisées. Christian tourne son regard non plus vers la musique, mais vers l'humanitaire. Pour la première fois depuis des décennies, il a une nouvelle mission et un public d'un autre genre. Cette année-là, il fonde l'ONG Assistance Humanitaire Internationale, AHI. Pas comme simple figure de proue, pas pour faire joli, mais en tant que président actif. Ce qui avait commencé comme une idée modeste devient une opération sérieuse, comptant plus de 600 membres en France et en Belgique. Leur mission est à la fois simple et immense, fournir une aide médicale et éducative aux communautés les plus vulnérables du monde. L'AHI ne se contente pas d'envoyer de l'argent. Elle construit des hôpitaux, des cliniques, des maternités, voire des laboratoires dans des endroits où les soins de base sont inexistants. Christian et son équipe contribuent à équiper des dispensaires de brousse comme des centres médicaux urbains à grande échelle. Et là où des enfants n'ont pas d'école, ils construisent des salles de classe, des orphelinats et même des centres de formation professionnelle, donnant aux jeunes une chance de survivre et surtout d'espérer. Ce n'est pas de la charité à distance. Christian se rend lui-même dans nombre de ces endroits. Il apporte des fournitures, il assure un suivi, et parfois, il emmène même sa guitare. L'homme qui chantait autrefois pour les adolescents parisiens chante désormais pour des enfants aux chaussures trouées et des médecins dans des salles d'opération de fortune. C'est une autre scène, mais l'impact est réel. Et pourtant, malgré tout le bien qu'il accomplit, très peu de gens en France le remarquent. La presse en parle rarement. Le monde du divertissement ne mentionne plus son nom. Son action humanitaire est vaste, mais invisible dans les gros titres. Contrairement à de nombreuses célébrités qui médiatisent chaque acte de charité, Christian garde ses efforts discrets. Il ne s'agit pas d'image, il s'agit de responsabilité. Cette partie de sa vie survient après des décennies à voir ce que la célébrité peut et ne peut pas réparer. Et peut-être est-ce pour cela qu'il trouve plus de sens dans une caisse de gants chirurgicaux livrée au Mali que dans une ovation sur un plateau télé. De 2009 à 2017, il revient parfois à la musique avec la tournée Âge tendre.
une série de concerts nostalgiques réunissant des artistes de l'âge d'or de la pop française. Christian participe à 3 saisons de la tournée, partageant la scène avec d'anciens collègues et renouant avec un public qui avait grandi avec ses chansons. Mais contrairement à d'autres qui s'accrochent au passé, il le fait avec détachement. Pour lui, ce n'est pas revivre la gloire. C'est simplement être là, une fois encore, pour ceux qui se souviennent encore. Ainsi, entre les bus de tournée et les voyages humanitaires, Christian de la Grange a bâti quelque chose de rare, une vie au-delà des applaudissements. Mais avec les années qui passent et le monde qui continue d'avancer, une forme plus douce de tristesse s'installe. Non pas parce qu'il a échoué, mais parce que si peu l'écoutent encore. Le silence que laisse la célébrité. À la fin des années 2010, Christian de la Grange n'était plus un nom qui suscitait une reconnaissance immédiate dans la plupart des foyers français. La mémoire culturelle du pays avait tourné la page. De nouveaux artistes, de nouveaux genres, de nouvelles distractions. L'âge d'or des ballades romantiques semblait un rêve lointain. Et Christian, désormais septuagénaire, se tenait en marge de tout cela, travaillant encore, chantant toujours, mais de plus en plus invisible pour le grand public. Et pourtant, il n'a jamais cessé. En novembre 2010, il avait sorti « Histoire d'amour », un album rempli de mélodies tendres et patinées par le temps. En 2013, il enchaîne avec d'origines italiennes, un hommage à ses racines, comprenant des duos avec Véronique Mavros. Ce n'étaient pas des best-sellers, mais des projets sincères, personnels, discrets, destinés à ceux qui écoutaient encore. Le genre d'album créé par quelqu'un qui ne cherche plus les applaudissements, mais qui a simplement besoin de continuer à chanter. Puis vient une étonnante période de productivité. En 2014, il sort un triple album intitulé « Chansons d'amour ». En 2015 paraît Ballade en France, incluant cette fois des collaborations avec des voix contemporaines comme Ginny Line. Et en 2016, il publie Entre vous et moi, un ambitieux projet de 4 CD. La preuve que, même si son public vieillissait ou disparaissait, la musique en lui ne s'était jamais tue. Mais il y avait quelque chose d'indéniablement triste dans ses efforts de fin de carrière. Pas dans les chansons elles-mêmes, mais dans l'absence de réponse. Les albums sortaient et disparaissaient avec très peu de couverture médiatique. Peu d'interviews, peu de critiques. C'était comme s'il les lançait dans le vide. Sa voix, autrefois diffusée sur toutes les stations, flottait désormais sans écho. Le silence ne venait pas de lui, il venait du monde. En 2023, à 76 ans, Christian sort ce qui pourrait bien être l'un de ses derniers albums studio, Ensemble. Le titre, Ensemble, semblait presque ironique, car à ce stade, il était largement seul dans son parcours musical. Les amis de sa jeunesse étaient soit disparus, soit à la retraite. Les fans qui faisaient la queue autrefois devant les salles de concert étaient devenus grands-parents. Il n'y avait plus de tournée, plus de festival, juste cet album, lancé discrètement, archivé tout aussi discrètement. Et pourtant, il croyait encore au lien, au sens. Il continuait de présider son ONG, AHI, jonglant entre les missions humanitaires et une production musicale de plus en plus rare. Mais même dans ce domaine, les choses devenaient plus compliquées. Le financement était plus difficile à obtenir. L'attention du monde, éparpillée. Et pour un homme qui n'avait jamais recherché la célébrité, l'absence de reconnaissance paraissait désormais totale. En public, Christian restait digne. Mais selon ceux qui l'entouraient, l'isolement grandissait. Il avait tout donné, à la musique, aux gens, aux causes, et pourtant, à presque 80 ans, il n'avait que peu de reconnaissance publique à montrer. Aucun concert hommage, aucun prix pour l'ensemble de sa carrière, aucun documentaire. Il y a une tristesse particulière à être oublié lentement. Non pas effacé, mais doucement mis de côté. C'est ce qui est arrivé à Christian de la Grange. Il ne s'est pas consumé. Il ne s'est pas brisé. Il a simplement continué, même quand plus personne ne regardait. Presque 80 ans. Et le poids d'être si peu rappelé.
Alors que le calendrier avançait vers 2025, Christian Delagrange approchait de son 78e anniversaire. Une étape silencieuse pour un homme qui, autrefois, faisait vibrer des foules entières avec la douceur de sa voix. Pas de gala rétrospectif, aucun hommage télévisé, aucune résurgence d'intérêt pour son héritage. Seulement quelques fidèles en ligne, une publication discrète sur Facebook et ce même silence auquel il s'était habitué. À ce stade, Christian n'était pas seulement un chanteur oublié. Il faisait partie d'une époque en voie de disparition. Son nom ne figurait pas dans les playlists nostalgiques. Les algorithmes ne favorisaient plus son style. Même les émissions qu'il avait autrefois invitées avaient déplacé leur attention vers de nouvelles stars vintage. Pour la première fois de sa vie, même l'oubli semblait hors de portée. Et pourtant, il continuait, toujours engagé dans la logistique humanitaire, répondant aux demandes d'aide médicale de villages perdus que peu sauraient localiser sur une carte. Son ONG, AHI, intervenait désormais dans plus de 12 de pays, avec un impact bien plus important que la plupart des gens ne le réalisaient. Il avait construit des cliniques au Congo, fourni des ambulances en Asie rurale, livré des manuels scolaires en Haïti. Son action sauvait des vies, mais contrairement à ses chansons, elle ne se rejouait pas. En 2020, il s'était même lancé rarement en politique. Candidat aux élections municipales à Metz, il rejoint une liste soutenue par Génération Écologie, un petit parti environnementaliste. Il n'a pas gagné. Il ne s'y attendait pas. Mais cette campagne révélait quelque chose de plus profond, un désir de rester utile, d'apporter encore quelque chose, là où il le pouvait. Même face à l'indifférence du public, Christian n'est jamais devenu amer, juste plus discret. Sa santé physique, rarement évoquée par les médias, avait naturellement ralenti avec l'âge. Les années de tournée dans les années 1970, les vols long courriers pour les missions humanitaires dans les années 2000 et le poids émotionnel d'avoir vu son art sombrer dans l'oubli avaient tous laissé des traces. Il ne se produisait plus que rarement, choisissant des lieux intimes et spécifiques plutôt que de courir après la lumière. Dans les rares interviews qu'il accordait, il parlait de gratitude, mais aussi de déception. Il a un jour confié, presque en passant, que l'industrie à laquelle il avait donné sa jeunesse avait avancé sans jamais se retourner. Il n'y avait pas de rancune dans ses mots. Juste de la fatigue. Il y a quelque chose de profondément tragique chez un homme qui n'a jamais couru après la gloire, mais qui a tout donné à quelque chose que le monde ne voulait plus. Christian Delagrange n'a pas disparu parce qu'il a échoué. Il s'est effacé parce qu'il appartenait à une forme d'art qui ne trouve plus sa place aujourd'hui. Des ballades qui pleurent, des paroles qui saignent, des performances qui murmurent au lieu de crier. Aujourd'hui, à l'aube de ses 80 ans, il est un homme entre deux mondes, rappelé par trop peu, oublié par trop de monde. Toujours debout, croyant encore au pouvoir de l'amour, du service et de la musique. Mais se demandant peut-être s'il entendra un dernier tonnerre d'applaudissements avant que le rideau ne tombe pour de bon. Et vous? Pensez-vous que des artistes comme Christian Delagrange devraient être honorés de leur vivant? Partagez vos pensées en commentaire. Et si vous vous souvenez d'une de ces chansons, dites-nous laquelle résonne encore en vous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires qui méritent d'être racontées.